Tout de suite, le JT. Bon week-end à tous, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce samedi 10 mars 2025 pour cette édition du journal Le Bonjour et bienvenue à tous. À l'entame de cette édition, la mairie centrale et le ministère de l'Aménagement ont procédé hier à la cérémonie du lancement officiel de la campagne de curage des caniveaux à N'Djamena, dans le 7e arrondissement, un effort collectif contre les inondations pour une ville saine. Nathalie Krimba nous en dit plus. Financé par la Banque mondiale, ce projet de curage des caniveaux dans plusieurs arrondissements vise à renforcer durablement la résilience de la capitale face aux inondations tout en améliorant le cadre de vie des populations urbaines. Ce projet intégré contre les inondations et la résilience urbaine est placé sous la tutelle du ministère de l'Aménagement du territoire de l'urbanisme. Dans son intervention, le ministre de l'Aménagement du territoire de l'urbanisme a mis l'accent sur la nécessité de ce projet pour prévenir les inondations à venir. Il a encouragé les travailleurs avant de mettre en garde les entreprises qui ne travailleront pas dans la règle de l'art. Il y aura 272 km de caniveaux qui seront curés. On l'a expérimenté l'année dernière. En curant les caniveaux, nous avons un peu appris de nos erreurs. Cette année, nous serons très vigilants sur le terrain, que ce soit le ministère de l'Aménagement du territoire, la mairie centrale et les mairies d'arrondissement. Tout le monde est impliqué dans ce travail. Nous viendrons contrôler après les curages des caniveaux. On ne laisse pas les déchets aux abords des caniveaux comme auparavant on le voit. Le représentant de la Banque mondiale laisse entendre que c'est la deuxième fois que son institution accompagne le gouvernement tchadien dans ce projet de lutte et de prévention contre les inondations dans la ville. Dans l'objectif du projet pilier que nous finançons, c'est d'avoir une belle ville, une ville forte et une ville qui est préparée, très bien préparée contre les inondations. Et nous allons faire avec le gouvernement les investissements nécessaires pour empêcher les inondations. Pour le maire de la ville de N'Djamena, ce projet prend en compte plusieurs arrondissements avec les maires de ces arrondissements. Il interpelle par ailleurs la population à être plus civique dans l'entretien de ces caniveaux qui seront curés. Ce travail concerté a déjà permis d'identifier là où le curage était nécessaire et aujourd'hui dans le cadre du suivi. L'activité du curage des caniveaux participe à un processus de préparation et de prévention face au phénomène des inondations que notre capitale connaît ces dernières années. Bien que notre capitale soit résiliente, il y a effectivement des défis face auxquels nous sommes confrontés et pour lesquels il faut des moyens conséquents. Les entreprises ont été choisies selon un processus rigoureux. Elles vont faire un travail normalement de qualité, mais un suivi derrière sera fait, un suivi sérieux. Parmi ces volets propriétaires figurent la gestion durable des eaux fluviales, les renforcements des infrastructures d'assainissement, la salubrité publique et la mobilisation citoyenne. À travers des interventions ciblées, le projet accompagne les collectivités locales dans leur transition vers une ville plus propre, mieux préparée et plus résiliente. Malgré son potentiel agricole et minier, le Tchad peine à attirer les investissements étrangers nécessaires à son développement économique. L'instabilité politique et les défis infrastructurels impactent négativement le climat d'affaires et ceci entraîne un manque d'engouement des investisseurs étrangers. Suivez le reportage de Népitimbaye Diana. Le Tchad regorge d'énormes ressources naturelles et humaines considérables. Son sol, fertile et propice à l'agriculture, tandis que son sous-sol recèle des gisements de pétrole et d'autres minéraux précieux non négligeables. Pourtant,
Ces atouts ne suffisent pas à séduire des investisseurs étrangers, dont l'apport est crucial pour diversifier l'économie et créer des emplois. Le pays s'écroule sous le poids de ces milliers de jeunes diplômés sans emploi et la cherté de vie jamais régalée. Les raisons de ce manque d'engouement des investisseurs étrangers sont multiples, nous dit l'économiste Telbé Jude. Si le climat des affaires n'est pas propice, moi je ne peux pas prendre mon capital, venir investir dans un pays où il y a un gros risque. Si la justice n'est pas une justice équitable, je ne peux pas. Parce que quand je vais avoir des problèmes dans le pays où je viens investir, et qu'en cas de litige, la justice ne rend pas à la justice équitable, je ne peux pas. Si je dois venir investir au Tchad et qu'il y a un phénomène de terrorisme, il y a un phénomène d'insécurité, je ne peux pas prendre le risque de venir investir. Le chemin à parcourir reste long. Le manque d'investissement étranger a des conséquences directes sur le développement du Tchad. Il freine la croissance économique, limite la création d'emplois et entrave la diversification d'une économie encore trop dépendante de ses ressources naturelles. Le gouvernement est appelé à prendre cette préoccupation à bras le corps afin de favoriser un environnement assaini, condition sine qua non pour attirer des investisseurs. C'est le président de la République seul qui peut arriver à maintenir la sécurité. C'est lui seul qui peut avoir la garantie des investisseurs. Quand les investisseurs viennent, il faut les faciliter. Il ne faut pas d'abord regarder tout de suite les impôts. Quand on voit, par exemple, un investisseur qui vient avec 5 milliards, 10 milliards, on regarde directement les impôts sur ces 10 milliards. Alors qu'il fallait lui préparer un terrain. Il faut accepter de le prendre en charge à un moment donné. Le laisser au moins une année s'installer. Quand il s'installe, il voit le climat des affaires devient propice pour lui. Il peut déjà commencer à payer les impôts comme il le faut. Le pays a un besoin urgent de briser ce cercle vicieux qui entrave l'épanouissement des investisseurs et le climat des affaires. Le Tchad pourrait en fait exploiter pleinement son potentiel et offrir un avenir plus prospère à sa population, notamment à sa jeunesse. L'appel des investisseurs étrangers reste pour l'instant silencieux, mais le Tchad a la possibilité de changer la donne en mettant en œuvre les réformes nécessaires pour devenir une destination attractive et fiable pour les capitaux internationaux. Et puis le monde célèbre aujourd'hui, dimanche 2025, la journée mondiale de lupus, une maladie auto-immune. L'objectif donc de cette journée est de sensibiliser le grand public et les décideurs au lupus sur cette maladie auto-immune chronique encore assez méconnue malgré ses conséquences sérieuses sur la santé, selon les spécialistes. Roselyne Ndiekouba nous dit plus. Célébrée depuis 2004 chaque dimanche, la journée mondiale du lupus a été proclamée en Angleterre par un comité international représentant 13 pays qui ont ainsi lancé un appel à tous les gouvernements dans le but d'obtenir des fonds destinés à la recherche et trouver un traitement adapté à cet important problème de santé publique. Selon les spécialistes de la santé, le lupus est une maladie chronique auto-immune. Elle survient lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruit. Le lupus peut toucher de nombreuses parties du corps, dont les articulations, la peau, les reins, le corps etc. Et ces manifestations sont donc multiples, d'où son surnom des maladies aux 1000 visages. La journée mondiale du lupus, qui a eu lieu chaque année le dimanche, est très importante. Elle met l'accent sur la sensibilisation du grand public et le décideur au lupus. Pour certaines organisations internationales, la meilleure méthode est de donner la visibilité aux malades, souvent invisibles socialement, afin de renforcer la recherche tout en attirant l'attention sur le besoin de financement pour mieux comprendre et traiter cette maladie qui met en mal le bien-être de l'homme. La suite de l'actualité, toujours en santé, la consommation abusive de l'argile appelée kaolin blanc est de plus en plus répandue dans certaines rues et marchés de N'Djamena. Les femmes de tout genre et surtout celles enceintes se raffolent. Cette habitude est ancrée dans des pratiques culturelles et personnelles qui soulèvent tant de questions sur les risques liés à cette substance. Suivez à ce sujet le reportage d'Enem Sidonie.
Le kaolin, une argile blanche, a trouvé un rôle inattendu dans la vie quotidienne de nombreuses personnes, en particulier des femmes. Dans les communautés locales, la consommation de kaolin est souvent liée à la grossesse. Ce sentiment est partagé par beaucoup, mais tous ne mesurent pas les risques. Ndjirabe Le Mbaïndoyoum, Frank Lee, hépato-gastro-entérologue de l'hôpital de l'amitié Tchatchine, alerte sur les dangers potentiels de cette pratique. La prise du kaolin peut avoir beaucoup d'effets sur le système digestif. En l'occurrence, l'absorption des aliments se fait au niveau de l'intestin. Alors le kaolin vient à ce niveau gêner l'absorption des aliments et créer une constipation. Une constipation qui peut avoir pour conséquence avec le temps une maladie hémorroïdaire par exemple, qui peut avoir pour conséquence une occlusion. Et une occlusion, c'est une maladie quand même qui est grave, qui peut entraîner une opération. Donc voici en gros les conséquences au niveau du tube digestif. Au niveau maintenant aussi du système nutritionnel, le kaolin, comme je dis tantôt, ça interfère sur l'absorption des nutriments, en l'occurrence des vitamines et aussi d'autres nutriments. Alors le kaolin principalement interfère sur la fabrication de l'hémoglobine. Donc, une consommation du kaolin peut avoir comme effet direct une anémie, c'est-à-dire que la baisse du taux de sang dans un langage un peu vulgaire. À côté du côté digestif et plus nutritionnel, on peut aussi savoir que le kaolin peut avoir un effet sur le système neurologique. Parce que l'extraction du kaolin est accompagnée des métaux lourds, tels que par exemple le plomb, l'arsenic, et ces métaux lourds, leur consommation peut avoir avec le temps un effet par exemple sur le système neurologique et être la cause des maladies comme l'Alzheimer, comme les troubles amnésiques, c'est-à-dire ceux qui ont des troubles de mémoire, et même chez les enfants, être la cause d'une maladie qu'on appelle l'autisme. Une addiction qui ne dit pas son nom, souvent minimisée, parfois ignorée par les soignants eux-mêmes. Sur la consommation du kaolin est beaucoup plus encore en état de grossesse. Parce que le seul kaolin peut créer, comme je l'ai dit, une anémie pour la maman et pour l'enfant. Le kaolin peut être à l'origine d'un retard de croissance chez l'enfant. Le kaolin peut être la cause d'une prématurité. Et le pire des cas, entraîner une malformation et même entraîner la mort de l'enfant, une mort uniteuse. Donc c'est vraiment à l'attention de la population féminine, surtout celle en âge de procréer, et plus particulièrement encore les femmes enceintes, de faire attention à la consommation du kaolin. Face à cette complicité du phénomène enraciné, la sensibilisation reste le seul moyen pour informer sur la population les méfaits de cette argile blanche. Les professionnels de la santé recommandent d'éduquer les populations sur les risques sanitaires et d'encourager les alternatives. Et puis hors de la capitale, fin du pèlerinage diocésain des fidèles chrétiens catholiques du diocèse de Doba dans la province du Logone oriental qui a débuté du 8 et prend fin aujourd'hui dimanche 2025 au programme des moments d'adoration et bien d'autres activités spirituelles. Le prélat du diocèse de Doba, Monseigneur Martin Wenge, Bani situe l'importance du pèlerinage dans la vie d'un chrétien. Il est au micro de Fierté Ouattara. Et le pèlerinage, comme vous le savez, c'est d'abord une activité religieuse, donc de dévotion, offerte aux fidèles pour renouveler leur foi. Et c'est un déplacement dans un lieu saint pour aller à la rencontre de Dieu. Et donc, nous sommes en marche. Toute la vie des chrétiens, c'est une vie qui est en marche à la rencontre du Dieu vivant. Et que symboliquement, cette marche, le pèlerinage qui commence par la marche, doit signifier qu'on va à la rencontre de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire chaque jour, nous marchons. Notre vie est une marche. Nous marchons pour aller au marché, nous marchons pour aller dans le lieu du travail, nous marchons pour aller à l'école, et ainsi de suite. Notre vie est une marche continuelle. C'est un acte de piété donc pour offrir, pour renouveler notre foi en Dieu. Et le Bébo, c'est un pèlerinage marial. Et chaque année, nous trouvons un thème pour aider aussi à prier. Et cette année, comme c'est l'année sainte, l'année du jubilé, qui est placée sous le signe de l'espérance,
Nous allons méditer sur la figure de Marie comme modèle de l'espérance pour le chrétien, mais aussi nous avons notre thème de l'année pastorale, qui est le thème de la famille. Nous allons aussi méditer sur Marie comme une mère de famille responsable. Donc, c'est pour, avec Marie, essayer de renouveler notre foi en Dieu, en Seigneur Jésus. Et puis le club Amtok City a son match retour après la défaite face au club Lamatan dans le cadre de la 13e journée avec une démonstration de force en s'imposant avec une victoire écrasante face à Harlem City. By Indixum Sadok nous donne les détails. Une rencontre très décisive pour les poulains de coach Hervé Madison pour garder leur deuxième place en classement. Harlem City, dernier en classement, joue pour son honneur, alors qu'une rencontre avec moins de pression pour les joueurs d'Harlem. Un match complètement déséquilibré, car Amtok City montre clairement sa domination sur tous les plans où l'adversaire ne fait que subir de grandes pressions. Deux premiers rounds facilement pillés par les hommes d'Hervé par un score de plus de 50 paniers à 11. Les joueurs d'Amtoukoui se sont fixés un objectif au retour, celui d'atteindre la barre des 100. Ils étaient sur tous les ballons et présents dans les rebonds pour récupérer et relancer le jeu. Le meneur de jeu Ndjara Saint-Christophe, très éclatant dans le match, répond toujours présent face au panier par des somptueuses réalisations. Harlem City finit par s'écouler 122 paniers à 22. A noter que c'est pour la première fois dans ce championnat qu'un club a remporté avec cette grande différence. Et puis hors de nos frontières, à l'occasion de la célébration du 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, le président russe Vladimir Poutine a tenu une rencontre bilatérale avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi à Moscou. Yaki Lydia nous en dit plus. Un échange qui a mis en lumière l'excellence dynamique économique entre les deux pays et leur volonté commune de renforcer encore davantage leur coopération. Lors de cet tête-à-tête, Vladimir Poutine a salué la croissance impressionnante du commerce bilatéral avec l'Égypte. En 2024, les échanges ont atteint un nouveau record de 9 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 30% par rapport à l'année précédente. Et les deux premiers mois de 2025 confirment cette tendance avec une progression de plus de 80%. L'Égypte reste l'un des principaux partenaires de la Russie sur le continent africain, a déclaré le président russe. La commission intergouvernementale russo-égyptienne poursuit activement ses travaux. Plusieurs projets conjoints d'envergure avancent et nous sommes convaincus de pouvoir continuer sur cette lancée. Ce partenariat s'appuie sur de nombreux projets économiques d'envergure, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie et des infrastructures. La centrale nucléaire d'El Daba, en cours de construction par l'entreprise Rosatom, symbolise cette coopération stratégique à long terme. Outre volet économique, les deux dirigeants ont réaffirmé leur coordination sur les grandes questions géopolitiques, en particulier au Moyen-Orient. Vladimir Poutine a également rappelé le rôle historique de l'Égypte pendant la Seconde Guerre mondiale, soulignant que le territoire égyptien avait été une base stratégique pour les forces alliées en Afrique du Nord, un héritage, selon lui, qui a contribué à jeter les bases des relations bilatérales actuelles. Alors que la Russie cherche à diversifier ses alliances internationales face à l'isolement croissant imposé par l'Occident, le Caire apparaît comme un partenaire central pour Moscou sur le continent africain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la réalisation et à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Au revoir, prenez soin de vous et à demain, Inch'Allah.